De retour dans l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de notre invité du jour, Hamidine Khan, et de nos éditorialistes Malika Cher et Daoud Attal. Tout de suite, place au dossier du jour. Il y a un an, jour pour jour, 279 lycéennes étaient enlevées à Chibok, au Nigeria, par un groupe terroriste relativement peu connu à l'époque, le groupe pour la prédication et le djihad, autrement appelé Boko Haram. Depuis, Boko Haram a kidnappé près de 2000 femmes et fillettes et continue de terroriser les populations du nord du Nigeria, où il a vu le jour, mais également toute la sous-région. Voyez ce reportage d'Emefa Kofi. Le gouvernement nigérian est-il impuissant face à la secte Boko Haram? Une interrogation justifiée puisque depuis 2002 que le groupe a vu le jour dans la ville de Maiduguri au nord-est du Nigeria, il ne cesse de multiplier les exactions. Celle commise le 14 avril 2014 a véritablement mis le groupe terroriste au devant de la scène internationale. La secte avait alors enlevé plus de 200 lycéennes dans l'état de Chibok, au grand désarroi des familles de victimes. Quelques-unes ont pu s'échapper et aujourd'hui, seulement quelques 200 filles sont encore captives. Au mois de novembre de la même année, Boko Haram a une nouvelle fois montré sa suprématie en prenant cette fois le contrôle de la ville où justement les jeunes lycéennes ont été enlevées. C'est ainsi que progressivement, la secte prend le contrôle de plusieurs localités dans la région nord du Nigeria. Selon certains experts des questions politiques, les premières actions terroristes de ce groupe djihadiste au Nigeria remontent à 2003. The Boko Haram phenomenon arose after the 2003 elections. Le phénomène de Boko Haram a fait son apparition après les élections de 2003, quand des politiciens de l'État de Borno ont voulu utiliser des jeunes qu'ils ont recrutés pour gagner les élections. Ils sont allés chercher ces jeunes, les ont payés et les ont armés. Après les élections, ils ont été abandonnés. C'est ainsi que ces jeunes sont devenus des soldats de la secte Boko Haram. They were abandoned, and of course, they flocked into, or they became easy instruments of mobilization. Le réel tournant pour la secte a lieu en 2009 lorsque le gouverneur de l'État de Borno lui déclara la guerre. Mais Boko Haram est resté fidèle à son objectif principal, celui de renverser le pouvoir central accusé d'instaurer un État laïque devenu progressivement corrompu. Le vœu de la secte, établir un État islamique et faire appliquer rigoureusement la charia dans les 36 États du Nigeria. Le groupe est dirigé par un conseil appelé Shura et repose sur deux principales cellules. La première, dirigée par Aboubakar Sheko, est la plus connue. Cette branche de la secte islamiste s'attaque directement aux forces de sécurité, aux dirigeants politiques, aux leaders religieux, aux populations chrétiennes du Nord. Aussi, elle s'en prend aux musulmans qui n'adhèrent pas à son interprétation stricte de la charia. Aujourd'hui, il est clair que cette guerre dépasse de loin les clivages religieux. Economic problems, social problems, political problems that arise are easily baptized. Les problèmes économiques, sociaux et politiques qui surviennent sont facilement coiffés par la religion parce que les gens y sont très attachés. La religion est ainsi devenue un instrument de guerre pour le groupe afin d'aboutir à des fins sociopolitiques. Le gouvernement doit donc identifier et classer les causes de ce conflit. Autrement, le problème de Boko Haram sera difficile à résoudre. Le mouvement semble bien implanté, très organisé et discret. Mais le gouvernement nigérian et tous les pays qui sont désormais impliqués dans cette lutte contre Boko Haram ne parviennent toujours pas à identifier les réelles sources de financement de la secte. C'est vrai qu'il est difficile d'identifier leurs sources de financement, mais il est nécessaire pour le gouvernement d'y parvenir. Et s'il réussit, il pourra alors affaiblir ce groupe. Boko Haram ne s'en prend plus directement à ses cibles. Au contraire, son mode opératoire est désormais basé sur les techniques terroristes, dont les attentats suicides.
Pour certains observateurs, la secte islamiste adopte un mode opératoire totalement militaire au vu des récentes attaques. Mais une chose est aussi certaine, sa stratégie de lutte aujourd'hui est basée sur le recrutement de jeunes filles ou femmes à qui cette secte fait porter des ceintures d'armes explosives, des ceintures qu'elle déclenche à proximité de la cible choisie. Ce nouveau mode opératoire a fait en janvier 2015 au Nigeria des centaines de victimes. Au vu de la situation, beaucoup d'analystes prônent le dialogue pour mettre fin à la menace islamiste au Nigeria. I am convinced that there is no option. The dialogue is the option. Je reste convaincu qu'il n'existe aucune solution en dehors du dialogue. S'il n'y a pas de discussion, les mésententes vont se renforcer, accentuant la haine et le désespoir. Et je précise que le dialogue est l'une des conditions que nous ne pouvons ignorer dans la quête de la paix. I am saying in that my book, dialogue is absolutely a condition that we can never avoid. Aujourd'hui, la guerre contre Boko Haram s'est régionalisée. La secte lance plusieurs raids contre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. La menace est aussi réelle dans les autres pays, d'où la mise en place d'une stratégie commune. La communauté internationale devra grandement aider le Nigeria à contenir et éradiquer cette force parce que sans la coopération du Cameroun, par exemple, l'attaque de la frontière n'aurait pas été contenue. La coopération des pays voisins doit être maintenue. Que ce soit le Mali, le Niger, le Tchad, le Cameroun, ces pays ont conscience qu'une lutte efficace contre le terrorisme dans la région passe par une politique sécuritaire commune, surtout au niveau sous-régional. En Afrique centrale, la lutte contre Boko Haram a permis de mener une mobilisation collective. Les pays de la région réunis à Yaoundé le 7 février 2015 ont décidé de rassembler 8700 hommes au sein d'une force militaire multinationale. Le sommet de Yaoundé a également facilité le rapprochement entre l'Afrique de l'Ouest et centrale, ainsi la possibilité d'organiser un sommet bipartite entre la CEEAC et la CEDEAO pour l'adoption d'une stratégie commune de lutte contre Boko Haram est en étude. Daouda Tall, le Nigeria, première puissance économique du continent, une armée de plus de 80 000 hommes. Comment expliquer une telle impuissance face à Boko Haram ? Anne-Marie, ça s'explique par différents facteurs. Effectivement, bon, le Nigeria est première économie d'Afrique, mais on constate également que c'est l'un des pays qui affiche les inégalités les plus importantes aussi dans le continent. Donc, les inégalités sociales Oui, les inégalités sociales, puisque cette richesse n'est pas répartie de façon équitable vis-à-vis de la population. Et d'ailleurs, même si le Nigeria affiche une croissance intéressante, il y a beaucoup d'économistes d'ailleurs qui pensent que la croissance peut être aussi source d'accroissement des inégalités, puisque si la croissance n'est pas bien répartie au niveau de la population, ceux qui se sont enrichis deviennent plus riches. Donc en fait là, il y a eu un défaut politique, on va dire, une volonté politique qui a manqué pour organiser la chaîne de valeur économique. Il faut rappeler aussi la dépendance du Nigeria vis-à-vis du pétrole. Hein. Mais l'armée, quant à elle, a quand même les moyens, elle est bien équipée. Alors l'armée a les moyens, effectivement, puisque le Nigeria a quand même été au devant de la scène dans beaucoup de résolutions de conflits en Afrique avec son armée. Mais il faut la volonté politique, parce qu'une armée peut lutter sur le terrain, mais une armée attend l'ordre des politiques pour se mettre en action. Et c'est ça. Hamidine Kane, on parle de volonté des hommes politiques. Est-ce qu'on peut parler également de corruption peut-être? Il y a un blocage quelque part? Je crois que Fall a déjà engagé les bonnes questions et les bonnes réponses, mais il faudra aller plus loin. Le Nigeria dépense 23% de son budget pour l'armée, les forces de sécurité. Où va l'argent? Mais justement, l'argent, ça veut dire les armes. Il y a beaucoup d'armes, mais les armes n'arrivent pas à destination. Les armes n'arrivent pas à destination dans l'armée. Donc il y a la corruption qui gangrène le Nigeria. Ça, il faudra le dire. On l'avait dit ici il y a 3 mois avant les élections. J'avais dit qu'il fallait que Jonathan parte. Parce qu'il n'est pas l'homme de la situation. Olusegun Obasanjo l'a dit, Wole Soyinka l'a dit, donc les grands du Nigeria l'ont dit qu'il fallait qu'il parte. Parce que l'armée nigériane... Je vous interromps, alors est-ce que le nouveau président, Muhammadu Buhari, est l'homme de la situation? Je crois. Moi, j'étais partant pour qu'il soit élu, et puis je crois que c'est l'homme de la situation. Pourquoi? Parce
lorsqu'il est passé au pouvoir, lorsqu'il a pris le pouvoir par un coup d'État, c'est vrai qu'il n'a régné que pendant 20 mois, mais la corruption commençait à être jugulée. Tous les corrompus nigérians s'étaient enfuis vers l'Angleterre. Et puis, à part ça, il y avait les inégalités qui commençaient à s'estomper. Il faudra dire aussi que les inégalités sont très fortes au Nigeria. Quand vous allez dans le nord du Nigeria, vous voyez que c'est le désert plat. Mais c'est très intéressant ce que vous venez de mentionner et je vais demander à Madi Kacher de rebondir là-dessus. On parle de zones du nord du Nigeria qui étaient pratiquement à l'abandon. On voit que c'est la même chose pratiquement dans le nord du Mali. Et finalement, c'est là où des groupes tels que Boko Haram finalement pullulent. Est-ce que vous voyez un lien donc entre... Bien sûr, il y a un lien entre déshérence, je dirais, d'une partie de la population. Quand il y a le chômage, quand il y a la pauvreté, les jeunes sont plus faciles à embrigader dans des mouvements à l'idéologie violente. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé lors de, je dirais, la montée en puissance de ce qu'on appelait encore une secte. Ce n'est plus une secte. Avant, ça fonctionnait en vase clos. Maintenant, c'est une véritable organisation terroriste. Boko Haram n'est plus une secte. Et c'est ce processus-là de recrutement, d'endoctrinement, favorisé justement par l'atmosphère, je dirais, le contexte économique et social très difficile qui a permis à cette organisation de devenir une organisation très dangereuse. Avant, c'était un problème, je dirais, nigéro-nigérian. Ce n'est plus un problème nigéro-nigérian. C'est devenu un véritable problème, je dirais, africain, mais aussi mondial. Donc oui, ces groupes-là pullulent grâce justement à la désertion de l'État qui n'a plus sa fonction justement d'investisseur, de permettre à des gens de sortir de la pauvreté. Ça a été le cas, c'est un cas d'école. Partout, ça a été, c'est la même chose partout. En Algérie, c'était le FIS, et dans d'autres pays, c'était d'autres organisations qui étaient remplacent l'État finalement, puisqu'elles ont souvent des œuvres caritatives, elles s'occupent des populations. Elles permettent aussi l'éducation, c'est ce qu'a fait Boko Haram à un moment donné, mais une certaine forme d'éducation, en disant finalement c'est la bonne éducation, c'est l'éducation exclusivement coranique. Je ne remets pas en cause cela, mais il y a eu derrière un endoctrinement certain d'un large pan de la population et notamment de la jeunesse. Hamidine Kane, comment est financé Boko Haram? On se pose quand même la question. Le financement de Boko Haram est complexe, mais il faudra dire quand même qu'il y a certains politiques du nord du Nigeria qui l'ont financé, ça il faudra le reconnaître. Il y a les pays du Golfe qui l'ont financé, et puis il y a le banditisme aussi, ça veut dire la délinquance, le braquage. Ça, c'est les trois modes de financement dont a profité Boko Haram. Il faudra que les gens se rendent compte aussi que le Nigeria, c'est un pays très puissant, s'il est organisé, et puis qui peut donner une impulsion pour toute l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest. Et puis certains pays, que ce soit des pays du Golfe, qu'on le dise franchement, ou bien des pays, par exemple, aussi européens et puis américains, ne veulent pas l'émergence d'un Nigeria puissant. Parce que le Nigeria, c'est à peu près 200 à 220 millions d'habitants. On parle de 170, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça parce que les statistiques sont totalement faussées. Et puis, la montée en puissance de ce Nigeria va essayer de dire à certaines puissances émergentes que l'Afrique est en train de prendre position sur certains domaines qui lui étaient jusqu'à présent exclus. Alors, Daouda, justement, l'Afrique a pris position avec la force donc multinationale. Est-ce que vous pensez que les armées africaines sont préparées face à un tel fléau? Il n'y a aucune armée au monde qui est suffisamment préparée face à ce fléau. On l'a vu, même dans les pays développés, même les pays développés subissent des attaques. Est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'il y a quelque chose à voir par rapport au moral des troupes? On est quand même face à des gens qui ont des convictions très fortes, qui sont prêts à mourir pour leurs idéaux, et peut-être en face des militaires un peu mal payés ou... Oui, il y a de ça. Est-ce que ça joue? Effectivement, ça joue aussi. C'est la volonté politique dont on parle aussi, parce qu'un militaire, s'il sent que la hiérarchie est engagée, ça l'engage encore plus. Et ça a fait défaut au Nigeria, puisque le Nigeria n'a pas été au devant de la scène, malgré que la menace était dans son territoire, au nord. Et maintenant, moi, ce que je veux souligner aussi, c'est que les armées africaines essayent tant bien que mal de s'organiser. Il y a eu une conférence en février dernier à Yaoundé. Il me semble que c'est 8700 hommes qui sont annoncés. Mais
Alors, il y a une certaine dichotomie parce que vous avez la CEAC qui s'était réunie là et il fallait aller rendre compte à un autre pays membre de la CEDEAO qui est le Nigeria. Et en fait, donc, ce qui veut dire que dans les réunions d'Afrique centrale, par exemple, cette réunion-là, le Nigeria était invité, on va dire. Mais donc, en fait, il faut soit une force africaine pour éviter cette perte de temps et ce problème de coordination pour arriver à vraiment une armée qui puisse combattre Boko Haram, ou alors, en tout cas pour moi, c'est ça vraiment la solution. Merci Malik. J'ai une question pour vous, pour tout le monde. Vous êtes quand même spécialiste en questions, dans ce genre de questions. Je voulais vous demander, on parle beaucoup de la force de Boko Haram. Parlons un petit peu de ses faiblesses. Il a prêté allégeance il y a quelques semaines à l'État islamiste. Oui. Est-ce que c'est un petit peu un appel au secours? Est-ce qu'il a besoin de se rallier à d'autres? Il s'était d'ailleurs allié à Al-Qaïda. Oui, je ne pense pas que c'est un aveu de faiblesse. Je pense que c'est une formidable opportunité, à mon sens, pour Boko Haram et l'État islamique d'avoir une connexion. L'État islamique, en acceptant l'allégeance de Boko Haram, peut s'enorgueillir d'avoir une présence en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale plutôt, et en Afrique noire en général. Maintenant, je pense que Boko Haram a cette formidable aussi occasion de dire je fais partie d'une grande organisation terroriste qui perturbe notamment le Moyen-Orient. Donc je ne pense pas que ce soit justement un aveu de faiblesse. Je ne pense pas, parce que Boko Haram s'est professionnalisé, entre guillemets, dans sa communication. Voilà, est-ce qu'il ne s'est pas professionnalisé suite à son allégeance? Oui, bien sûr. Peut-être grâce à l'appui de Daesh? Il y a eu ce processus avant de professionnalisation, notamment dans la communication. Hein, on l'a vu entre 2009 et aujourd'hui, c'est flagrant. Et je pense que ce processus-là est plutôt très inquiétant. Maintenant, merci beaucoup. C'est trop tard. On va juste rappeler les titres qui ont été développés en début d'émission. Deuxième journée d'affrontement à Conakry, en Guinée. Des troubles ont éclaté hier lundi suite à l'appel de l'opposition de manifester, de descendre dans les rues. Les membres de l'opposition contestent notamment le calendrier électoral. Et puis le président ivoirien Alassane Ouattara qui a déclaré que les auteurs des exactions commises pendant la crise post-électorale de 2010-2011 ne bénéficieront pas d'amnistie tant qu'ils n'auront pas demandé pardon à leurs victimes. Il est temps à présent de marquer une courte pause. Dans un instant, la suite de l'Africa Newsroom.